Salut, vous êtes bien sur Envergure, podcast qui parle de prospects de la NCA et du reste du monde. C'est Julien au micro pour cet épisode. Aujourd'hui, on lance une nouvelle série de podcasts, Envergure horizontale. Alors, Envergure parce que c'est nous, horizontale, en référence aux big boards horizontaux dans lequel on classe les prospects par rôle NBA. Le concept, excusez-moi, est simple. Un rôle NBA décortiqué, défini, délimité au mieux, et en face les prospects de la draft 2025 qui peuvent fitter dans le rôle qu'on vous présente. Avec moi aujourd'hui en guest Baptiste. Salut Baptiste. Salut Julien, salut Titouan. Et Titouan. Salut Titouan. Salut, il a vendu la mèche. Là, j'ai Titouan, mais c'est spoilé. très bien, c'est très bien. Alors pourquoi un guest? Pour définir le rôle avec un observateur attentif de la NBA, et aujourd'hui on parle du rôle de rim runner. Alors Baptiste, salut, très heureux de ce que tu sois avec nous aujourd'hui. Baptiste du Dreamcast Show, essentiellement du Rooster, du Basket Lab, fan de New York, j'ai noté, et tu fais aussi du scouting sur les prospects NBA depuis quelques mois, c'est ça? Ouais, bon, alors, dit comme ça fait beaucoup de casquettes. Je parle beaucoup, donc j'en ai perdu ma voix il y a pas longtemps. Mais non, principalement ouais, sur le Dreamcast Show. Et on essaye de s'intéresser un peu aux gros prospects. Alors, on n'a pas un big board avec 120 noms comme vous. Mais non, mais en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours cool de parler de basket. Et puis encore plus avec des gens cool comme vous. Avec beaucoup. Des actus en ce moment, donc en fait vous sortez des vidéos chaque semaine là en ce moment, c'est ça? Mais non, du coup, on est 2 sur la chaîne YouTube avec Azad et tout simplement, là, ça va être les playoffs. En plus, je sais pas quand sortira l'épisode, mais on tourne vraiment là 2-3 jours des playoffs et bah, tout simplement, on essaie de faire des débriefs avec un point de vue un peu plus, tactique et raconter vraiment l'histoire d'un match. Ça va être ça un peu l'actu pendant les playoffs. Un peu moins de scouting qu'on avait l'habitude de faire en régulière, mais il y aura pas mal de vidéos, ouais, ça, c'est sûr. Ok, je te laisse reprendre un peu ta voix, mais je vais te redonner la parole assez vite parce que Baptiste, tu dois donc nous décrire le rôle de rim runner. Tito interviendra quand il voudra. Le rôle de rim runner, tu le disais un peu en off avant, mais il y a rim et run. Donc il y a le côté en fait, si tu le traduis un peu en français, cercle à cercle, j'ai envie de dire. Et donc déjà on est sur un rôle qui est un peu plus mineur en attaque, je pense. Mais voilà, si je devais délimiter un peu grossièrement, enfin vaguement, on va dire, le rôle, pour laisser un peu la parole à Titouan, c'est un peu ce côté bah, protection de cercle par un moyen ou un autre, on pourra y revenir parce que même là-dessus, tu as plusieurs caractéristiques. Et on va dire dans le sens traditionnel, c'est un peu le rollman, ou en tout cas le joueur du dunker spot qui est assez aérien, assez mobile, qui a pas mal de qualités aussi qui sont nécessaires. Et après, moi, j'ai quand même aussi rajouté une catégorie un peu nouvelle, enfin un peu nouvelle. On en voit évidemment de plus en plus dans la NBA actuelle, mais c'est le côté pick and pop en fait aussi. Donc vraiment le côté pas forcément que une menace verticale qui finit au panier, mais en attaque aussi qui peut être aussi sur un côté bah, plus juste je m'arrête et je tire à 3 points quoi. D'accord. Donc le rôle de pick and roll, c'est le gars qui va au panier et le pop, c'est plus recevoir la passe après l'écran et shooter quoi. Ouais, c'est complètement ça. Mais ouais, comme dit, en fait, c'était plus pour moi, enfin, en tout cas, quand j'ai réfléchi, c'était un peu un côté, bah, en attaque, ça va être un joueur qui va être beaucoup plus finisseur et en fin de chaîne, si on fait un peu la chaîne de conception d'une action, qui est vraiment en fin de chaîne. Et après, en défense, on pourra en reparler. Mais sur le côté attaque, c'est vraiment un joueur qui est en fin de chaîne ou qui est peut-être sur l'avant-dernière passe. Enfin, là, oui, l'avant-dernière passe. Ou, enfin, en tout cas, vraiment sur pardon, sur la dernière passe ou sur la fin, c'est-à-dire le tir. Et donc, pour moi, il y avait un peu ce côté roll ou alors le côté pop, le côté vraiment un peu plus stationnaire, mais vraiment un joueur assisté du côté offensif, quoi. Titouan. Ouais, c'est vrai que le rôle de rim runner, je pense que c'est parmi tous les rôles qu'on va aborder, c'est peut-être un des rares rôles où on peut facilement associer le côté attaque et le côté défense. Parce qu'autant il y a d'autres rôles où tu peux avoir différents profils,
défensif, autant très souvent, alors évidemment il y a des exceptions, mais très souvent le rim runner c'est aussi ton rim protecteur, très souvent. Mais ouais, si on sépare un peu les deux, je suis d'accord avec Baptiste que de base, tu as ce côté pose d'écran, rouler vers le cercle, menace verticale. Donc du coup, de base, plutôt un finisseur, en fait, essentiellement, comme l'a dit Baptiste. Je suis un peu moins d'accord sur le côté pop, non pas que ça n'existe pas, plus pour moi, c'est plus une nouvelle corde à son arc, en fait, que le joueur peut rajouter. Mais du coup, pour moi, dans ce cas-là, ça devient, si surtout il devient fort là-dessus, ça devient même un stretch 5, pardon, plus vraiment un rim runner. Pour moi, le rim runner, c'est vraiment celui qui pose l'écran et qui roule vers le cercle pour attirer la défense, pour choper un alley-oop. Et du coup, un peu dans les skills à surveiller pour un prospect qui doit répondre un peu à ce genre de rôle, prospect ou joueur NBA d'ailleurs, souvent on va regarder du coup la mobilité, l'agilité des hanches pour bien rouler vers le cercle, la force, l'épaisseur du corps pour poser de bons écrans, évidemment l'explosivité, la verticalité pour récupérer des passes lobées, la taille, enfin voilà, et évidemment avoir des bonnes mains, bon toucher pour finir près du cercle, vu qu'on a dit que c'est essentiellement un finisseur. Ouais. Et donc, on va parler des qualités. Donc, le rôle de rim runner, quand on cherche un peu comme ça, et qui existe depuis quelques années, il était décrit pour des joueurs un peu frustres en attaque, en fait, quoi. Mais on va voir que le rôle, il a assez évolué et on va lui demander plus de choses. Euh, et Baptiste, si tu dois décrire son rôle et les rôles qu'il peut avoir en défense, tu dirais quoi alors? Ouais, bah, je pense qu'il y a il y a ce côté vraiment protection de cercle. Parce que le poste d'intérieur reste un des rares postes, je trouve, où ça a un peu de sens d'en parler de la sorte, quoi. Parce que, bah, mine de rien, au basket, le but, ça reste de protéger le cercle. En tout cas, du point de vue défensif. Le but de l'attaque, c'est souvent, bah, ça peut aussi être d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, créer des 3 points si tu as des joueurs plus petits. Et du coup, bref, tout ça pour dire que le meilleur moyen de protéger ton cercle, ça reste d'être grand, finalement, ou en tout cas d'avoir des grands bras. Et donc, il y a ce côté protection de cercle. Après, je pense que je fais pas mal de différences entre, bah, finalement, le rôle défensif qui peut beaucoup varier. Tu peux apporter de la protection de cercle sur du drop. Tu peux être un intérieur qui est vraiment extrêmement mobile et du coup aussi très agressif, souvent sur le rôle, qui va être plus sur du switch en défense aussi. Et après, bon, tu as plus un peu entre deux. Et tu as aussi, pour moi, ça c'est le côté on-ball, mais tu as presque encore plus important le côté off-ball, ou ce qu'on cherche beaucoup aujourd'hui. Alors, il y a de plus en plus de joueurs qui ne sont pas forcément des rim runners qui l'apportent, mais finalement, quand on y pense, bah, il y a aussi ce côté roamer défensif, c'est-à-dire, bah, si tu es bon dans la protection de cercle, on va même pas forcément te mettre sur un drop ou sur du switch, mais on va essayer de te mettre le plus proche du panier sur un non-shooter, et on va te laisser la liberté de venir au panier pour contrer ou en tout cas contester un tir. Et je pense que de toutes les qualités, enfin de tous les profils défensifs, c'est peut-être celui qui est le plus important dans la NBA actuelle, et celui qui fait la différence. Parce que, par exemple, bon, on pourra venir aux exemples après, mais là, je vais commencer avec un exemple qui est mauvais. Tu l'as dit, New York, j'ai beaucoup connu, mais Jericho Sims, en soi, sur le Switch, il est excellent, c'est un des meilleurs intérieurs sur le Switch. Le truc, c'est qu'il a pas du tout ce côté protection de cercle et capacité à jouer off-ball, les bonnes rotations, le bon timing, etc. Et donc, bah, ça reste un intérieur qui, même défensivement, a une valeur négative, alors qu'il est bon dans le switch. Pourquoi? Bah, parce que aujourd'hui, ce qui compte beaucoup plus, encore plus à ce poste, c'est le côté off-ball, je pense. Titouan, tu veux rajouter quelque chose pour la défense? Baptiste a été très complet. Après, c'est vrai que, bah, comme ce que je disais avant, effectivement, Baptiste a raison dans le sens où l'intérieur, c'est peut-être le poste où on peut le plus parler entre guillemets encore de poste justement, mais on voit quand même de plus en plus, comme l'a dit Baptiste, ce qui est important en fait c'est la taille pour pouvoir protéger le cercle, et du coup il y a de plus en plus de joueurs qui sont plutôt estampillés ailier ou ailier fort entre guillemets, et qui finalement font de la protection de cercle, notamment secondaire. Je pense à un Jason Tatum par exemple, hein, qui le fait très bien, ou même bon, Anthony Davis, c'est ce qu'on dit que c'est un poste 5, un poste 4, mais voilà, il y en a beaucoup en fait, et finalement tu peux même sans forcément avoir de la taille, disons qu'il faut que tu puisses protéger le cercle. Pour moi il y a deux façons de le faire, soit avoir
longueur, donc soit par la taille, soit par l'envergure, soit par un bon timing et une bonne explosivité verticale. En tant que bon fan des Celtics, je pense notamment à Derrick White, qui est un bon protecteur de cercle alors qu'il est pas si grand que ça. Donc voilà, mais sinon non, Baptiste a été très Baptiste, tu veux rajouter quelque chose sur la défense? Bah, un petit truc parce que, c'est peut-être, rajouter quelque chose ou faire la transition, je ne sais pas. Mais Tito a commencé à parler un peu des qualités et il en a cité, énormément et je pense que du coup dans les qualités, je dis aussi un peu celles que je m'étais notées et il y a peut-être la plus importante qu'on n'a pas dit, qui est finalement le placement défensif, qui est aussi super important. Tu peux avoir des outils, absolument fabuleux, si t'as pas le placement, bah, et pas le science des appuis, des angles à prendre, etc., et ben, t'es pas forcément élite. Et ça peut faire la différence. Par exemple, un joueur bah, comme Draymond Green ou Jimmy Butler, les deux ensemble font la paire et sont assez géniaux là-dessus, sur notamment les angles vers lesquels ils orientent l'attaquant. Et le dernier truc que je m'étais aussi noté, et qui est pour moi vraiment super important, c'est la technique défensive, mais surtout, en fait, les mains, le côté coordination vraiment du corps qui est super importante et qui souvent, bah, en fait, fait la différence entre un bon protecteur de cercle et un excellent. Et donc on cherche en fait dans le rim runner, on cherche presque un défenseur élite, quoi. Un gars qui a du QI, qui a un physique d'une certaine manière, enfin qui a de l'athlétisme Bah, disons que, enfin, on en parlera sûrement après, parce que ça, c'est un peu le rôle de base du rim runner offensivement. On a parlé du rôle de base, mais comme l'a dit Baptiste, de plus en plus, la NBA cherche des joueurs polyvalents offensivement et cherche un rim runner qui est capable si le rim runner est capable de faire un peu de passing, qui est capable de mettre des petits shoots en pick and pop, bah là, tout de suite, il va avoir beaucoup plus de valeur. Donc ouais, on en reparlera, mais effectivement, le fait d'ajouter des cordes à son arc va multiplier, on va dire, la valeur du prospect qui peut faire plus que juste du rim run. Ouais, c'est ça, c'est en fait, il y a une question de à quel moment tu sors de la case rim runner à force d'ajouter des choses. Mais en fait, si tu prends le côté un peu définition de base du rôle, je pense, c'est en fait que tu as un joueur qui est assez limité offensivement pour se créer son tir, pour même apporter un peu de playmaking, parce que sinon, même pour un intérieur, bah, tu peux le faire passer dans la catégorie un peu hub offensif. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que pour un rim runner, vu que tu es un joueur qui est assez dépendant du reste de ton contexte offensif, et bon, ça peut avoir de la valeur d'être une menace de lob, mais ça reste pour moi, je pense, moins valuable que d'autres choses pour un pivot. Bah, en fait, c'est très dur de s'asseoir sur la défense. Et en fait, ta valeur pour un rim runner, elle va, je pense, avant tout passer par le côté très bon défenseur, quoi. Et plus tu vas être un bon défenseur, plus tu vas être un bon. Enfin, en tout cas, le côté défensif va faire beaucoup plus bouger le curseur et a beaucoup plus d'influence sur la qualité du rim runner, je pense. Bah, surtout que si t'es juste un rim runner mais que défensivement t'es pas ouf, bah finalement tu joueras pas tant que ça. Bah, vous en avez parlé de Jericho Sims par exemple, hein. Finalement t'as pas tant de minutes que ça et un si gros rôle que ça. Ouais. Euh, mais par contre, effectivement, sur ce truc de case de rim runner, à quel moment un joueur, par exemple, qui a un pivot, qui a du passing, à quel moment tu le sors de cette case du rim run? On en a parlé hier avec Julien entre nous, et il me posait justement cette question, c'est est-ce qu'un rim runner qui passe très bien, est-ce que c'est toujours un rim runner? Et en fait, moi, ma réponse, c'était de dire que, en fait, moi, je différencie le rim runner qui passe bien, mais dont le passing, en fait, est plus euh, une deuxième corde à son arc, mais c'est plus occasionnel, on va dire qu'il base pas tout, c'est pas ce qui lui fait sa force. Je pense à des Luke Cornett ou un Jalen Duren, par exemple. Et tu as le rim runner dont le passing est si bon que finalement il prend plus de place dans son jeu offensif et que c'est vraiment ce qui fait sa force. Et là, tu as des gars comme Hartenstein ou Sabonis qui du coup sont plus des hubs offensifs qui peuvent faire du rim run que des rim runners qui ont du passing. Je sais pas si j'ai été très clair, mais Et ouais, et ce qui est intéressant, c'est que ça peut se développer avec le temps, tu vois. Hartenstein n'a pas eu ce style de jeu dès le début, et même à New York, il était beaucoup moins utilisé en tant que hub qu'actuellement. Ou un joueur comme Bam Adebayo, bah, au début, c'était plutôt un rim runner,
et il a réussi à complètement sortir de cette case. Donc c'est pour ça que je pense que quand tu es encore dans la case rim runner, on va dire, ça veut dire que tu as un skill set offensif qui est forcément un peu moins bon. Et du coup, comme dit, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est un peu le côté défensif qui fait la différence. Et finalement, bah, tous les rim runners qui sont mauvais défensivement, là, pour le coup, des exemples, il y en a plein, mais bah, finalement, tu deviens un joueur qui est pas forcément très bon. Tu vois, je pense à un joueur comme Mobamba, je pense que c'est vraiment le côté défensif qui a déçu avec lui, parce que tu attendais un défenseur élite et ça l'a pas aidé, ça l'a pas été, pardon. Ouais, donc la balance penche sur la défense plus que sur l'attaque pour que ce soit un rim runner qui dure, Sauf quoi. si offensivement, défensivement t'es moyen, mais qu'offensivement t'es un rim runner qui peut un peu shooter ou qui fait un peu plus que juste du rim run. Et alors moi j'avais noté une petite question auquel vous avez presque répondu, c'est est-ce qu'un rim runner ça peut être un franchise player? Bah, étant donné qu'on a dit, enfin je sais pas ce que Baptiste en pense, mais étant donné qu'on a dit que le rim runner il fait essentiellement quand même son gros du travail, on va dire, c'est de la finition. Je pense pas que tu peux être un franchise player si t'es que un finisseur. Faut que tu crées au moins pour toi-même. Enfin, je j'ai pas souvenir d'un franchise player qui peut pas créer ni pour lui ni pour les autres. Bah, je pense que ouais, je suis plutôt d'accord. J'ai un peu du mal à m'imaginer, même si en fait l'exercice mental est assez intéressant parce que bah, en fait tu as des exemples de joueurs qui sont pas des rim runners, mais on pourrait un peu approcher ça de rim runners et qui sont très forts, notamment bah, par exemple Anthony Davis. Est-ce que tu vois, parce que Bam Adebayo pour moi offensivement il est un peu dans la catégorie hub offensif, parce que bah Mhm. les mains à main, etc. Même si bon, sur short roll c'est pas élite, mais il y a un peu ce côté-là. Mais Anthony Davis c'est un peu le côté Rolls-Royce, méga Rolls-Royce des rim runners, même si en attaque il y a du post-up, il y a des choses comme ça. Mais finalement, la vraie valeur d'Anthony Davis, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la vraie valeur d'Anthony Davis, c'est le côté bah, meilleure menace de lob de NBA presque avant qu'il y ait Victor Wembanyama, quoi, en gros. Il y a un peu de post-up, ok, mais il y a surtout ce côté défensif qui est bah, le meilleur défenseur de NBA de par sa polyvalence et sa protection de cercle, parce que là, c'est vraiment le full package. Donc, tu pourrais presque approcher que c'est un rim runner. Mais même là, en fait, Anthony Davis, c'est pas du tout un. Enfin, c'est pas du tout, c'est un peu dur dit comme ça, mais pour moi, c'est pas un franchise player, on l'a vu, dans le sens où bah, il manque justement ce fameux côté création dont parle Titouan. Bah, en fait, et à la Nouvelle-Orléans, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que il est pas assez fort pour créer du jeu pour les autres, mais dès qu'on le met dans un rôle un peu plus assisté à côté de porteur de balle comme LeBron James, et ben là, tu as un joueur qui, du coup, a moins de création pour lui, est plus assisté, et il est beaucoup plus performant dans ce registre. Et sa défense, elle est toujours là, est une valeur qui explose complètement. Donc moi, c'est un peu le seul que j'ai réussi à penser, en tout cas le plus fort des rim runners, même si, évidemment, je me répète encore, mais c'est pas tout à fait un rim runner parce qu'il a quand même de la création, évidemment. Ouais. T'as Gobert aussi qui est un peu comme ça, alors à un degré moindre, hein, mais Gobert qui est très très haut défensivement, mais qui offensivement est vraiment pour le coup que un rim runner. Et on voit que bah, en fait ça limite, et je pense qu'il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dit que Rudy Gobert sera un franchise player. Et c'est pas une fin en soi, une critique pour lui, c'est juste que aussi fort soit-il défensivement, si offensivement t'as pas la capacité à créer du jeu pour toi ou pour les autres, c'est compliqué de porter une attaque en fait. Ouais, ça veut dire que quand on projette un prospect sur le rôle de rim runner, c'est qu'on envisage à 99% que ce sera pas un rôle majeur dans une équipe, Bah, quoi. Ça peut être un excellent complément, mais pas, euh, mais pas Ce, plus, quoi. ce sera un rôle majeur dans le sens où sa défense ce sera le joueur défensivement le plus important en théorie. Donc c'est quand même un rôle majeur, mais effectivement ça devrait pas être comme on aime bien parler d'option 1, option 2 offensivement. C'est un joueur qui offensivement devrait avoir un, voire deux, voire trois joueurs offensifs avec de plus grosses responsabilités. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça peut être s'il est vraiment élite, ça peut être un joueur au contrat max, hein. Anthony Davis, Rudy Gobert, etc. Même Chet Holmgren, on peut le considérer un peu comme ça, même s'il a le côté pop. Mais ce sera jamais pour moi le joueur central d'un projet, quoi, en tout cas.
Donc vous avez commencé à nous donner des noms. Allez-y, Baptiste, si tu as deux, trois noms rapides à nous donner, d'autres exemples. Donc on a cité Rudy Gobert, on a cité Davis et d'autres. Vous pouvez y aller. Bah, pour le coup, on peut même citer, pas mal de jeunes, hein. Mais, moi j'avais aussi évidemment, Nick Claxton, mais qui est plus du coup dans un côté un peu plus switch défensivement. Je pense que en un sens, Walker Kessler est là-dedans. Hem, Brook Lopez est un cas un peu particulier parce que c'est vraiment du côté pick and pop, mais c'est un tel protecteur de cercle, on pourrait dire ça. Robert Williams de la grande époque, Derek Lively et Daniel Gafford qui sont assez géniaux là-dedans. Et oui, après, t'as des côtés, t'as un côté un peu plus, comment dire, où on peut faire la différence. Et c'est peut-être plus la catégorie rim and finish que rim et runner, c'est si on inclut des joueurs comme Miles Turner. Mais tu vois, pour moi, au final, le rôle est à peu près le même entre un Miles Turner et peut-être un Derek Lively. C'est-à-dire que c'est de la protection de cercle et un finisseur presque exclusif en attaque, même si pour lui c'est du 3 points. Donc voilà, et pour l'exercice, je me suis quand même un peu amusé à me dire est-ce qu'on peut avoir des rimrunners, comme dit, qui sont pas des postes 5. Et j'ai pensé à principalement plus Ossar que Amen Thompson, qui est un peu dans ce rôle-là, je pense. Et évidemment, mais il joue un peu moins à Jonathan Isaac. Mais ouais, je pense pour le coup, là j'en ai cité plein, mais je pense que Titouan pourrait en citer 20 autres, quoi. Ouais, bah, j'avais, alors évidemment dans ma liste, j'avais Gobert, Claxton. Dans les rim runners qui ne sont pas des, estampillés poste 5, j'avais Brandon Clark aussi, à Memphis, bon qui est blessé, mais voilà qui est plutôt, il me semble, un estampillé comme poste 4, 3-4, qui lui pour le coup est aussi un rim runner. J'ai, bah, évidemment en tant que fan des Celtics, je pense à du Luke Cornett, il y a Onyeka Okongwu aussi, mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est trois noms. Par exemple, si on prend un Claxton, on prend un Jarrett Allen, par exemple, et on prend un Wendell Carter Jr., c'est trois joueurs qui, pour moi, de base, sont des rim runners, rim protecteurs. Mais la différence des trois, c'est qu'en fait, chacun, là où Nick Claxton va plus être un rim runner, rim protecteur, un peu plus classique, mais élite, en fait, dans ce qu'il fait. Euh, Par exemple, un Jarrett Allen, lui, va se différencier dans le sens où il a du passing en fait qui va lui ajouter de la valeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que Jarrett Allen, par exemple, va être un rim runner qui va en plus ajouter au fil des saisons un peu de passing, ce qui fait qu'un Jarrett Allen a pour moi plus de valeur qu'un Claxton, par exemple. Et est un Wendell Carter Jr. qui lui aussi de base est un rim runner, mais lui a ajouté un peu de shoot, qui là aussi ajoute une autre valeur en fait à ce profil. Et ce qui fait que bah voilà, on peut avoir trois joueurs qui de base sont dans le même rôle, on va dire dans la même case, mais chacun ajoute un peu bah, comme j'aime le dire, une petite corde à son arc qui fait que c'est pas tout à fait les mêmes profils non plus. Ok. Euh, pour, euh, pour finir avec la NBA, Baptiste, avant qu'on passe au prospect, tu veux rajouter quelque chose sur les noms en plus à donner? Non, bah, non, non, je pense que comme dit, il y a vraiment énormément de profils et je pense que dans la NBA actuelle, en vrai, comme l'a dit Titouan, le rim runner classique qui est très, brut en attaque, à moins que ce soit, vraiment, en gros Rudy Gobert en défense, il a de moins en moins de valeur parce qu'en fait on cherche de plus en plus à créer différemment en NBA. On demande à avoir des intérieurs en fait, qui peuvent créer, ça a énormément de valeur, qui peuvent avoir le post-up aussi, c'est quelque chose qui peut avoir énormément de valeur, capable de passer en mouvement, c'est peut-être le truc le plus évident, mais aujourd'hui, ce qui fait que Derek Lively a été un excellent rookie. Alors ok, il y a la protection de cercle, il y a le côté menace de lob et de alley-oop sur les pick and roll. On l'a vu contre Minnesota en finale de conf l'année dernière, ils font 50 empty side pick and roll avec Luka Doncic ou Kyrie Irving, c'est super. Mais en réalité, ce qui change tout, c'est le côté short roll, le côté passing de Derek Lively, qui en fait, bah, quand le Luka Doncic, en fait, il y a tellement de porteurs aujourd'hui élites en NBA que aujourd'hui, ce que font les défenses de plus en plus, c'est on va couper le porteur de balle de toute l'attaque.
Là, il va y avoir Rockets Warriors. Curry va se faire blitzer en permanence. Les Warriors sont une des équipes qui blitz le plus de NBA. Et en fait, tu te retrouves avec un intérieur, donc ton poseur d'écran, forcément, qui se retrouve à faire la décision et doit avoir ce temps de process assez rapide pour pouvoir exploiter le décalage avant que la défense ne revienne en position. Et donc, c'est pour ça que si tu as un joueur qui sait faire ça, qui a cette qualité sur short roll, et ben ça a vraiment énormément de valeur, alors que comparé à un intérieur qui serait beaucoup plus brut, beaucoup plus un petit peu lent dans son process, etc. Et finalement, le rim runner un peu classique, c'est un peu comme le 3D classique. Aujourd'hui, à moins qu'en gros, bon, peut-être c'est un autre rôle que vous allez faire, mais le 3D, à moins que tu sois genre à 45% à 3 points, et dans ce cas, tu es un 3D élite. Bon, j'abuse, peut-être 42%, mais en fait, un 3D qui est à 35%, aujourd'hui, ça a plus vraiment de valeur. Ça a beaucoup moins de valeur qu'un joueur qui est, je pense, à 30%, mais qui a ce côté connecteur, peut-être rebondeur. En gros, pour faire court, pour mettre des noms, et après je finis. Mais je déborde complètement, désolé, c'est plus. Vas-y, vas-y. Mais en gros, PJ Tucker, en gros, même PJ Tucker à son prime, aujourd'hui aurait moins de valeur, je pense, qu'un Josh Hart dans la NBA actuelle, pour reprendre des exemples des New York Knicks que j'aime tant. Mais voilà, et je pense que c'est un peu pareil, tout ça pour dire que c'est un peu pareil avec le rôle de rim runner. En gros, à moins que tu sois vraiment game changer défensivement, faut que tu arrives à apporter des petits skills à côté, comme l'avait très bien dit Tito, finalement. Ouais, c'est quelque chose dont on parlait souvent avec Titouan l'année dernière, le rôle de l'intérieur passeur qui était vraiment mis en avant, quoi, qui apportait un Si, plus. ouais, Titouan, si je peux juste faire un peu de name dropping, parce ouais. qu'on a Et dit après, qu'on. bah, tu peux enchaîner avec tes Ouais, prospects. bah, juste du name dropping un peu sur. On a dit qu'on parlait aussi de jeunes joueurs NBA qui sont attendus un peu sur ce rôle-là des dernières drafts. Bah, il y a du Zach Edey, du Ighodaro, Yves Missy, Kelly Ware, même Mark Williams, même si c'est un peu plus ancien, qui sont un peu attendus dans ces rôles-là qui ont été draftés récemment. Au niveau des prospects dans cette cuvée, il y en a quelques-uns quand même si c'est plus une cuvée de ball handler, il y en a quand même quelques-uns. Il y a évidemment celui qui va, je pense, être pris le plus haut, qui est Kaman Malwash, donc de Duke. Et donc si je fais le profil très rapidement, c'est un joueur du Soudan du Sud qui est immense, qui fait 2,18 m pour 2,25 m d'envergure. Il est vraiment tentaculaire, et lui, pour le coup, il a plutôt ce profil de rim runner, rim protecteur classique. Donc il y a pas spécialement de passing ou de shoot. Par contre, lui, comme le disait Baptiste, ce qui va faire sa valeur et ce qui fait qu'il a de la valeur, c'est parce que défensivement, il a vraiment ce côté élite, où on voit même un peu de mobilité pour switcher, mais surtout une protection de cercle qui est vraiment élite, avec une envergure immense, un corps super intéressant, bon rebondeur. Donc voilà, je sais pas si tu veux que j'enchaîne avec les deux trois prospects, ou j'en fais un et Baptiste, Si tu Baptiste veut rebondis un rajouter peu sur. quelque chose, s'il l'a vu. Ouais, euh, ouais, et en plus, on peut parler aussi de son intelligence défensive, quoi. On aperçoit des choses super intéressantes. ouais, alors pour le coup, on peut partir pendant très longtemps sur un seul prospect. Je nous connais, mais non, Malouache, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que, comme dit, il a quelque chose qui ne s'achète pas, c'est les mensurations. Comparé aux autres prospects que va citer Titouan, il a les mensurations et il a les outils physiques, les fameux outils physiques. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus des mensurations, comparé à des joueurs qui parfois arrivent très fins, lui, il a déjà ce côté largeur d'épaule, force physique, tout simplement. Et après, c'est juste, je devais rajouter quelque chose, c'est peut-être le côté où, moi, il y a un peu ce côté, en tout cas de ce que j'ai vu, mais le côté un peu timing et un peu précision justement de ces contres, où tu te dis, bon, il a encore du travail, mais c'est sûr que, en fait, c'est assez logique qu'il soit pris le plus haut, parce que bah, il a des outils physiques qui ne s'achèteront tout simplement jamais, quoi. Si tu fais 2,8 m avec 2,15 m d'envergure, bah oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et il y a évidemment d'autres choses qu'il faut prendre en compte,
Mais ça changera pas. Là où tu peux faire le pari avec Malouache de, bah, on va vraiment le faire travailler sur ce côté, peut-être un peu plus, rotation, être toujours en position, et il a un côté, je pense que personne d'autre n'a dans cette draft, mais vraiment intimidation, qui est complètement dingue dans le sens où quand il est en position dans la raquette, quand il est bien placé, bah, en fait, il y a même parfois des lay-ups qui sont juste pas pris du tout, quoi. Titouan. Deuxième prospect, du coup, que je voulais présenter, c'est Asa Newell. Je sais que je suis un peu plus chaud que Baptiste sur lui, parce qu'on en a déjà discuté entre nous. Et pour le coup, Asa Newell, il y a ce côté, là aussi, donc prospect intérieur des Georgia Bulldogs. Et donc là, pour Asa Newell, il y a un côté rim runner, rim protector classique, mais peut-être, alors même sûrement moins élite que Malouache, défensivement notamment. Par contre, ce qui attire chez Asa Newell, c'est le côté, les flashs en fait au niveau du shoot. Et un peu de flash à la passe, même si pour le coup, ça j'y crois un peu moins. Et du coup, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure de l'intérieur qui en fait est un rim runner, rim protecteur moins élite que certains, mais à ce côté polyvalence en fait qui peut attirer des front office NBA. Baptiste, tu connais le prospect, tu veux poser des questions à Titouan, dis-nous. Non, ouais, pour le coup, j'avoue, je le connais un peu moins. Je dis juste à Titouan en privé que je trouvais qu'il était très chaud dessus en écoutant votre podcast. Mais ouais, la question pour moi avec Newell, c'est un peu, est-ce qu'il a, parce que du coup, est-ce qu'il peut vraiment switcher en défense, tu vois? Bon, après, vous avez fait un épisode. Et le côté, évidemment, le côté pour moi qui fait beaucoup bouger la valeur, c'est est-ce que tu crois au shoot pour de vrai, à un vrai haut niveau, c'est-à-dire un 35, 36, 37%, avec un beau volume, ou c'est plus vraiment un peu un projet un peu plus long terme, quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup, moi, je crois au shoot. Alors évidemment, peut-être pas juste pour du pick and pop. Moi, je peux y croire que ce soit suffisant pour attirer les défenses. Je pense pas que ce sera un Brook Lopez ou un Al Horford, par exemple, pour un peu dans les intérieurs qui stretch vraiment. Mais je pense que ça peut être suffisant pour forcer une équipe un peu à venir le chercher haut et écarter un peu le terrain, ou à minima, si l'équipe le fait pas, suffisant pour punir tout simplement la défense qui le laisse ouvert. Donc du coup, ça créerait pas le spacing que tu peux attendre d'un shooter élite, mais je pense que ça peut être suffisant pour que sur un match, tu le laisses ouvert et finalement, il t'en met 3 ou 4 dans le match et finalement, ça peut bien t'handicaper, quoi. Mais Titouan en chef, vas-y. Et si je dois dire un troisième prospect, et là, lui, pour le coup, je l'ai moins vu, mais c'est parce que je sais que Baptiste l'a un peu vu aussi. C'est Sorber, Thomas Sorber, de Georgetown. Alors déjà, moins vu parce que c'est assez compliqué de trouver des matchs de Georgetown. Oui. Et pour le coup, là, on est sur un rim runner, rim protecteur qui, lui, a un peu le passing. C'est ça qui, pour moi, fait vraiment sa force. C'est les flashs de passing. Et défensivement, moi, je le trouve moins bon dans la rim protection, vraiment en tant que protecteur de cercle secondaire, par exemple. Par contre, là où je trouve qu'il peut être intéressant, c'est que je pense qu'il est plus mobile qu'un Asa Newell, par exemple. Et on peut imaginer sur un système en switch, ou même sur du hard edge pour défendre le pick and roll. C'est des choses qui peuvent être assez intéressantes. Et comme dit, ces flashs de passing qui ont de plus en plus de valeur chez les intérieurs en NBA. Mm. Pour le coup, ouais, bah, j'ai pas énormément vu non plus encore. Mais de ce que j'ai vu, moi j'ai beaucoup aimé, même si au final à Georgetown il est un peu utilisé comme presque une première option, quoi. Mais ouais, il y a des choses que j'aime bien, le côté passing, mais moi de ce que j'ai vu, c'est beaucoup du passing statique et pas tant en mouvement.
En fait, donc ça peut être très cool, mais peut-être qu'on demande à en voir encore un peu plus. En plus, déjà, c'est dur de trouver des matchs de Georgetown, et en plus, il s'est blessé, le pauvre. Euh, et après, même comme dit, ouais, le côté offensif est un peu dur à évaluer parce que c'est pas une énorme menace de lob. Et le shoot pour le coup, je pense qu'on est encore plus bas qu'Asa Newell. Mais c'est vrai que défensivement, je pense que tu as aussi une super valeur avec lui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est il est un peu plus petit, mais c'est le côté technique défensif, en fait. Je trouve qu'il a vraiment des très bonnes mains, que ce soit au contre, mais peut-être aussi encore plus sur les interceptions. Et ouais, comme dit, je pense que finalement, lui, sa carte, c'est aussi un peu le côté polyvalence de schéma que tu peux faire avec lui parce que c'est peut-être pas, comme dit, l'intérieur de drop élite de chez élite sur la rim protection, mais je trouve qu'en aide, il est assez mobile pour couvrir assez de terrain rapidement, il a des super mains, et du coup, ça fait un profil qui est plutôt intriguant, même si pour le coup, ce sera pas du tout le même joueur en NBA qu'en NCAA en termes de rôle, ne serait-ce qu'offensif, ouais, je pense. Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait, d'arriver à le projeter, quoi. Titouan, est-ce que tu veux nous proposer un dernier prospect? Euh, ouais, on peut parler rapidement de faire un peu notre cocorico et parler rapidement de Maxime Reynaud, donc l'intérieur de Stanford, qui lui pour le coup donc est un grand intérieur de 2,16 m, qui lui et c'est bien parce qu'on aura fait quatre profils différents, qui de base est aussi un rim runner, euh, et je mets des guillemets rim protecteur, parce qu'en fait lui un peu dans ce qu'on a dit, il a ce côté, cette polyvalence offensive qui va un peu lui donner de la valeur par rapport au fait que contrairement à tous ceux qu'on a cités jusqu'à maintenant, euh, défensivement, il a une protection de cercle qui est quand même assez moyenne, on va dire, par rapport au rôle et au profil qu'il a, et même au profil physique, du fait que c'est un intérieur de 2,16 m, c'est pas un protecteur de cercle si bon que ça. Et lui, sa valeur va plutôt justement être dans le fait que, ok, défensivement, va falloir l'entourer avec d'autres joueurs très bons défensivement. Par contre, sa valeur, c'est offensivement, où en fait on a un joueur qui a développé un shoot à 3 points. Euh, donc tu peux avoir du pick and pop. C'est un très bon finisseur au cercle et il est assez mobile, donc pour rouler vers le cercle, donc tu as aussi cette menace de lob. Et en plus, il y a depuis 2 ans un développement à la passe. Et donc tu as un peu ce triptyque, on va dire, où c'est un joueur qui peut à la fois finir près du cercle, finir à 3 points et en plus développer ce passing. Donc voilà, lui c'est plutôt le côté polyvalence offensive qui va lui donner de la valeur, même si je pense, on n'en a pas trop parlé, mais là où Malouache est attendu loterie, Asa Newell, on va dire entre 10 et 20, et Thomas Sorber pourrait potentiellement partir fin de premier tour, je pense qu'un Maxime Reynaud est plutôt attendu second tour. Baptiste, tu veux réagir par rapport à notre Maxime au niveau national? Pour le coup, comme je disais en off, moi je l'ai surtout vu sur les grosses affiches où je voulais voir un peu d'autres prospects. Donc contre Duke ou des choses comme ça. En plus, contre Duke, c'était pas le match qui l'a mis le plus en avant. Donc non, pour le coup, je vais m'abstenir un peu comme Newell là-dessus. Mais j'ai l'impression que, comme dit Titouan, enfin comme l'a présenté Titouan, ça va aussi pas mal passer par la qualité du shoot, parce que pour le coup, t'as vraiment un joueur qui, j'ai l'impression, est beaucoup moins mobile que les autres du jour, quoi. Baptiste, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce rôle. Messieurs, ça va se finir ainsi. On se retrouve pour un nouveau podcast dans une semaine. N'hésitez pas à liker et diffuser au loin de vous nos podcasts et nos Scouting Reports qui sortent une fois par semaine, le mercredi. Le Big Board, Titouan. Ouais, il est rempli. Alors là, je l'ai pas sous les yeux, mais je crois que Hux s'y est mis aussi. Donc oui, je pense que tout le monde a rempli son board. Merci Baptiste, encore une fois. Merci Titouan. À bientôt. Courage et bonne humeur. Merci à vous les gars, c'était sympa. Ciao. Ouais. Ciao. Ciao.